Oui, ouais, voilà. Maintenant, Ah, oui. là, c'est bon. Oui. Là, ça marche. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de voir pourquoi on en était arrivé là, en fait, à la fin du XXe et au début du XXe siècle, en explorant deux pistes. La première, c'est que c'est un concept qui est apparu en amont et qui a transité à travers différentes disciplines. Voilà, donc du domaine de la grammaire vers la logique, en biologie, en sociologie, etc. Et que donc à chaque fois, il s'était gorgé en fait de sens différents et ça avait donné alors, des mathématiques aussi. Mhm. Voilà. Et donc, la première piste, c'était la piste de la diachronie, déjà voir comment ça avait évolué. Et la deuxième piste, c'est par le biais de cette diachronie, voir les domaines différents où il a transité, donc logique, biologie, sociologie, linguistique, etc., de façon à comprendre pourquoi actuellement ce concept est doté de plusieurs sens. Voilà. Donc, on a déjà eu une conférence de Marc Baratin qui nous a montré pourquoi dans l'Antiquité latine. Et donc, si ça t'intéresse, Anna Maria, la bande, elle est sur le site du labo, tu peux l'écouter. Il nous a Mhm. expliqué ce qui manquait, en fait, pour la période de l'Antiquité latine, pour qu'on puisse vraiment parler de fonction. Voilà. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, on va t'écouter pour voir si effectivement, toi, tu vas parler et du domaine logique et du domaine grammatical, si j'ai bien compris Mhm. ton résumé. Donc, je vais essayer de partager déjà l'écran. Mm. Et Euh, on te remercie beaucoup de... Non, en fait, pardon, euh, attends, ça, voilà. Donc déjà, un peu comme dans le cas de la présentation de Marc Baratin, où il n'y avait pas vraiment une présence explicite d'une notion de fonction. Ça va continuer un peu dans le Moyen Âge, notamment qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai perdu Oui, la on voit, présentation. nous. On voit ta première slide, hein. Là, on voit plus rien. Ah oui, moi, je l'ai perdu. Attends, je relance. Oui, Voilà, là, on voit. voilà, voilà. Donc déjà, la notion de fonction, elle va pas être présente de manière explicite, un peu comme ça avait été le cas dans la présentation qu'on a vue par Marc Baratin. Bah, notamment parce que la discussion médiévale, ça vient de la discussion ancienne. Donc, ah mais voilà, c'est pareil. Je l'ai perdu encore. Nous, on l'avait et puis c'est revenu, nous. Oui. Donc, je vais passer là. C'est parce que les sources de la discussion médiévale vont être les mêmes sources que les textes dont Marc il avait mentionné ou dont il avait parlé dans sa présentation. Moi, j'ai vraiment du mal À bouger ton PowerPoint, c'est ça? Oui, et il disparaît en plus. Tu veux me l'envoyer et puis j'essaye de le mettre. Oui, ça, c'est une bonne idée, je vais le faire parce que sinon, on va passer beaucoup de temps ici à... Et nous, quand tu vas parler, on va déconnecter nos caméras parce que par moment, ton son est un peu haché, coupé, tu vois. Et donc, en enlevant, nous, nos caméras, on va améliorer le flux. Oui, pas de problème. Pas de problème? Euh, donc, je t'envoie déjà. Envoie-le-moi et puis je vais...
Est-ce que tu as un Mac? Non, pour le moment, je ne l'ai pas encore reçu sur mon courrier électronique. Je viens de l'envoyer. Attends, il faut que ça traverse la Suède. Voilà. Je l'ai. Ah, ouf, c'est quoi comme fichier? C'est un C'est pas. Keynote. Donc, je ne sais pas si ton ordinateur, c'est un Mac. Sinon, je dois... Mhm. Je vais essayer. Attends. Oups. Euh, Je l'ai ouvert, ça marche. Alors, euh, partager. Et sinon, je viens d'envoyer aussi un PDF au cas où ça ne marche pas. Ah, quelle barbe. Vous ne le voyez pas là, hein? Non, pas encore. Non, non. Ah, hein. Je ne le vois plus. Bizarre, vraiment, hein. Tu m'as envoyé un PDF? Oui, Je vais la voir. deuxième version, c'est un PDF. Je vais essayer. Ok. Que je ne vois pas sur mon écran. Hmm. Sinon, je peux me connecter encore de l'ordinateur, ça va marcher mieux. Ouais, parce que je sais pas, je l'ai ouvert et je le vois pas. Comme j'ai un nouvel ordi, je suis pas très douée. Non, je le vois pas. Essaye de ton côté quand même. Bon, je vais me reconnecter de l'ordinateur, mais je dois abandonner pour un moment, OK? Et Ok. si vous voulez, je le fais, j'ai 2 ordi, moi. Tu as 2 ordis? Ouais. J'ai 2 ordinateurs, je peux me connecter. Si vous me transmettez le mail, je peux me connecter sur mon autre ordi. Ce sera peut-être plus pratique pour vous. Tu donnes ton adresse mail à Oui. Maria et, Bah, Anna, je envoie-lui le le mets PDF. là. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas. Voilà. Je l'ai copié dans le chat. Mhm. Je rejoigne la réunion. Où est-ce qu'il est le lien? Ah, voilà, c'est bon. Voilà, je l'ai envoyé, le PDF. Ok. Rejoindre une réunion, il faut que je me connecte là. Le code. Tu l'as eu? Alors, oui, il me demande de cliquer sur l'enregistrement, tout ça. Donc voilà. Ok. Faut que j'aille chercher. Je l'ai, il faut juste qu'il télécharge et c'est bon. On n'a jamais eu autant d'ennuis.
Ah, ce serait pire avec Teams. Juste que, voilà, il est un peu lent, là, aujourd'hui. C'est quand tu veux. Là, faut que je l'ouvre et c'est bon. Ah, il est un petit peu lent aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, téléchargement, voilà. Allez, ouvrir. Ça vient. Juste qu'on l'ouvre comme je veux. Après, il faudra éditer le vidéo parce que sinon, ça va être ennuyeux pour. On va couper la vidéo. Oui, non, t'inquiète pas, on a quelqu'un au labo qui fait ça, ouais. Qui regarde quand ça commence vraiment, ouais. Voilà, c'est bon. Voilà, ça devrait arriver. Voilà, c'est un peu long, hein, désolé. Bon, c'est bon. Donc, bon, je recommence. Donc, là exactement comme dans le cas de la présentation de Marc Baratin, on n'aura pas à faire une discussion explicite autour de la notion de fonction ou quelque chose comme ça, mais plutôt une discussion qui va bah, disons, va avoir à voir avec la fonction des mots dans un énoncé et qui va se résoudre, si vous voulez, par, par un éclaircissement, bah, disons, une précision de ces fonctions. Donc, si tu passes à la première page, donc les sources de la discussion médiévale vont être donc Priscien, c'est dont Marc Baratin nous avait déjà parlé la dernière fois, mais aussi Aristote et Boès. Donc, c'est les institutions de Priscien. Et puis les traductions de et les commentaires sur la logique aristotélicienne par Boès. Et puis on verra aussi que dans le XIIIe siècle, on aura une forte influence du commentaire de Pierre Elie aux institutions de Priscien. C'est un commentaire qui a été produit dans le XIIe siècle, mais qui a eu une certaine influence dans le XIIIe siècle. Donc si tu passes à la prochaine. Donc là, ce qui va se passer dans le Moyen Âge, c'est que par rapport notamment au nom et au verbe, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des définitions et des usages contradictoires ou du moins pas exacts entre la tradition grammaticale que les médiévaux vont hériter de Priscien et puis la tradition logique qui va être transmise au Moyen Âge par Boès. Donc, si on commence par Priscien, celle d'avant, donc Priscien, il va introduire dans ces institutions les notions de vox articulata, de vox literata, et puis de dictio et de pars orationes, et finalement la notion de oratio. Donc, d'abord, la vox va être pour Priscien donc un air très subtil qui est frappé et qui est le sensible propre de l'oreille. Et donc, à partir de la notion de vox, il va former la notion de vox articulata, qui est une voix, donc un air, donc la vox, mais qui transmet une affection dans l'esprit et qui peut être comprise par celui qui écoute. Et
après la vox literata, qui va être la vox articulata, qui peut être écrite. Et donc, sur ça, il va construire l'idée de dictio, qui est la part minimale de l'énoncé construit. Ça veut dire qui est où les mots sont mis dans un ordre. Et finalement, l'énoncé qui va donc être l'arrangement de dictiones. Et donc, la dictio va être aussi, donc la dictio, c'est une partie de l'énoncé, mais c'est aussi une partie, c'est une expression, mais c'est une partie de l'énoncé qui va après être divisée, si tu passes à la prochaine page, qui va être divisée dans les 5 parties de l'énoncé que Priscian va hériter des stoïciens. Donc, là, Priscian, il va déjà faire part de l'opposition qui existe entre les parties de l'énoncé selon les dialecticos et les parties de l'énoncé selon les philosophes. Donc, il va dire, dans la première ligne que vous savez, la première référence, il va dire les parties de l'énoncé, d'après les dialecticiens, sont 2, le nom et le verbe, parce que seul le nom et le verbe, lorsqu'ils sont mis ensemble, font une oration, donc forment une oration. Et les dialecticiens vont appeler les autres parties de l'énoncé des syncatégorèmes, donc des des mots qui co-signifient et pas qui signifient. Mais pourtant, la dialectique stoïcienne, ce qu'il va appeler les philosophes, considère 5 parties de l'énoncé, qui sont le nomen, l'appellatio, le verbum, le pronomen et la conjunctio. Donc, appréciant de conclure, que ces parties de l'énoncé vont être les parties qui sont pertinentes pour la grammaire. Et ce qu'il va dire, c'est que ces parties peuvent être divisées, ou on peut les prendre si on regarde la propriété de signification des mots. Ce qui veut dire que pour Priscian, la signification va être le critère pour diviser les parties du discours en grammaire. Mais déjà, chez lui, on va avoir une opposition entre la division qui opère en grammaire et la division qu'il attribue aux dialecticiens. Et lui, il n'est pas clair par rapport à qui sont les dialecticiens, mais c'est fort possible qu'il parle des péripatéticiens, donc les gens qui suivent la tradition aristotélicienne. Et donc, il y a déjà une opposition entre une tradition qui considère que 2 parties de l'oration, qui sont le nom et le verbe, et puis la tradition stoïcienne que Priscian va développer dans sa grammaire, qui considère 5 parties de l'énoncé, qui vont être le nom, l'appellation, le verbe, le pronom et la conjonction. Donc, si tu passes à la prochaine. Excuse-moi, c'est Béatrice. Est-ce que tu préfères qu'on te pose toutes les questions à la fin, ou est-ce qu'on peut t'interrompre et te poser les questions au fur et à mesure? C'est bien de m'interrompre. Alors, moi, j'ai une question là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une idée que quand on est un syncatégorème, étant donné que pour signifier, il faut s'appuyer sur un autre mot, est-ce que là, il n'y a pas une notion de fonction? Donc là, oui, donc à mon avis, il y a une notion de fonction aussi dans la division entre catégorème et syncatégorème. Donc, le catégorème, ça va être le mot qui a un signifié complet, et le syncatégorème va être le mot qui s'appuie sur un mot qui a une signification complète, mais qui contribue à la signification, si tu veux, qui modifie la signification donc il a cette fonction, si tu veux, de modifier la signification
du catégorème, mais aussi qui contribue, et c'est ce qu'on va voir après, ce que va être clair au Moyen-Âge, c'est que la fonction propre de la partie grammaticale, c'est de contribuer à la grammaticalité ou la congruité de l'énoncé. Oui, et je trouve ça surprenant que le verbe soit considéré comme un catégorème, étant donné qu'il a besoin du nom pour signifier. À moins que ça soit un verbe à l'infinitif, là, tu l'entends, mais non, parce que tu l'entends dans une phrase. Tu vois, si ta pierre marche, marche a besoin de pierre pour signifier. Donc là, ça, c'est un développement qui est un peu compliqué à partir de la philosophie stoïcienne. Donc pour eux, en effet, le verbe, donc pour les stoïciens, le verbe, il est inclus en termes de sens parce qu'il manque une personne ou une substance, Oui. si tu veux, qui effectue l'action ou l'affection, alors que le nom, il est une substance à part entière. Mais dans la tradition aristotélicienne, le verbe va renvoyer à des actions ou des affections on va en fait, le verbe, il va envoyer à des prédicats. Donc, ça, il va être l'équivalent d'un prédicat. Et le prédicat va être compris comme quelque chose qui est une chose à part entière, qu'on met en égalité ou non avec le sujet. D'accord, d'accord. Donc, ça, je crois que ça va être plus clair après. Mais en tout cas, ce que Priscian veut nous laisse savoir, c'est que déjà à son époque, il y avait une opposition entre la tradition aristotélicienne, ce qu'elle entendait pour nom et verbe, et puis la tradition stoïcienne, où l'énoncé comprenait 5 parties, contre une tradition aristotélicienne où l'énoncé ne comprenait que 2 parties, qui étaient le nom ou ce qui a été traduit en latin par nom, l'onoma, et puis ce qui a été traduit en latin par verbum, le rema. Donc, sur la base de la philosophie stoïcienne, et puis le développement qui s'est produit chez Apollonius Disculos aussi, Marc Baratin a déjà parlé de ça, Priscian va définir le nom comme la partie de l'énoncé qui distribue, donc qui pointe vers la qualité propre ou commune des sujets corporels ou des choses. Donc, et puis, il va dire ce qui est propre du nom, ce qui caractérise le nom, c'est de signifier une qualité et une substance. Et ici, il ne faut pas comprendre la qualité et la substance. Il ne faut exactement pas les comprendre comme des catégories aristotéliciennes, mais plutôt comme des catégories ou comme plutôt, il faut se tourner vers la tradition stoïcienne et comprendre la substance comme un corps avec ses propriétés. Et ces propriétés vont être les qualités, et ces propriétés vont être soit des propriétés essentielles ou des propriétés accidentelles. Donc, ça va être les propriétés, les qualités communes ou les qualités propres. Donc, le nom pour Priscian va être ce qui signifie la substance et la qualité. Et puis, le verbe, il est la partie de l'oration qui signifie l'agir ou le bâtir, avec du temps, des modes et son cas. Donc, ça va être, ces 2 définitions du nom et des verbes vont être les définitions grammaticales du nom et de verbe qui vont arriver au Moyen-Âge dans les institutions de Priscian. Si tu passes à la prochaine. Si on se tourne vers la tradition aristotélicienne, et c'est cette tradition dont Priscian
parler aussi dans les institutions. On peut aller voir le De Interpretazione, les chapitres 2 et 3, où le nom, dans le chapitre 2, est défini comme une voix significative selon la volonté, son temps, donc aucune part n'est significative prise séparément. Donc ça, c'est la définition aristotélicienne du rhéma que Boès va traduire par nomen. Donc exactement le même mot que chez Priscien. Alors que le verbe va être défini comme ce qui consignifie le temps, dont aucune partie ne signifie rien à l'extérieur, tout comme le verbe, et qui est toujours la marque de quelque chose qui se prédique d'une autre chose. Ça, c'est aussi dans la traduction de Boès, le rhéma aristotélicien va devenir un verbum qui est exactement le même mot qu'on trouve chez Priscien dans un contexte grammatical. Et puis, tout comme chez Priscien, ce qui va nous permettre de différencier le mot, le nom et le verbe, c'est leur manière de signifier. Donc, le verbe, c'est ce qui consignifie le temps, et le nom, c'est une chose qui a une signification sine tempore, donc sans temps. Après, tu peux passer à la prochaine. Donc, ce qui va se passer pour les médiévaux, c'est qu'ils vont avoir affaire à deux textes autoritaires, d'autorité, donc la grammaire de Priscien et le De Interpretatione d'Aristote, où le nom et le verbe sont définis de manière très différente. Donc, chez Aristote, on va avoir l'idée que le nom signifie une affection de l'âme sans temps, alors que le verbe signifie une affection de l'âme, mais co-signifie le temps. Mais chez Priscien, on va avoir une définition selon laquelle le nom est la partie du discours qui signifie substance et qualité, et le verbe va être défini comme la partie du discours qui signifie agir et bâtir. Donc, les médiévaux vont avoir à démêler cette situation et expliquer comment est-ce que ça se fait que le nom et le verbe sont définis de ces manières différentes chez ces deux autorités très importantes, donc l'autorité pour la grammaire médiévale et l'autorité pour la logique médiévale. Et ça va être, si vous voulez, la source de la discussion. C'est cette opposition entre une version grammaticale et une version logique de l'énoncé et de ses parties. Donc après, on va voir que peu à peu, l'attention va se porter sur la fonction que ces termes ont dans des disciplines différentes. Donc, la prochaine. Donc, comme on l'a vu, la question, elle était déjà posée chez Priscien lorsqu'il parlait des parties du discours qui n'étaient que deux chez les dialecticiens. Elle se trouve aussi chez Boès, qui parle en fait d'une question. Il y a une question, pourquoi Aristote ne parle que du nom et du verbe, alors qu'il semble qu'il y ait plus d'autres parties de l'énoncé. Donc, la prochaine. Donc, déjà, à partir du XIIe siècle, Pierre Alli, qui va être un grammairien influent, va essayer de commencer à démêler la situation. Donc, il va parler de deux fonctions du mot. Donc, le mot, dans un énoncé, il sert soit à exprimer une pensée,
soit il contribue à la congruité de l'énoncé. Donc, pour la première partie, il va dire la cause générale de l'invention de tout mot est que l'homme, donc l'humain, puisse manifester sa volonté à autrui. Alors que la cause de l'invention de la partie de l'énoncé est que nous... Alors que nous allons montrer quelle est la cause de l'invention de chaque partie de l'énoncé en regardant une par une. Donc, après, ce qu'il va dire, c'est qu'en grammaire, on va distinguer les parties de l'énoncé par rapport à leur mode de signifier. Donc, en logique, on ne va pas faire attention au mode de signifier parce que le mode de signifier pour le verbe ou pour le nom va être le même. Alors qu'en grammaire, on va diviser les parties de l'énoncé par rapport à leur mode de signifier. Donc après, il va dire, par exemple, tout nom signifie la substance et la qualité, pas que tout nom signifie quelque chose qui est en effet une substance, mais puisque tout nom soit signifie ce qui est une substance, soit quelque chose sous le mode de la substance. Donc là, il va dire, pour que quelque chose soit un nom en grammaire, il suffit qu'il signifie sous le mode de la substance et pas directement que ce qui est signifié soit une substance. Donc déjà, chez Pirelli, il y a un effort d'essayer de démêler la situation et de dire, en logique, on s'inquiète de l'expression d'une pensée. C'est pour ça qu'Aristote dit que les noms et les verbes signifient des affections de l'âme, alors que en grammaire, c'est de comprendre comment les différentes parties du discours contribuent à la congruité de l'énoncé. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'en grammaire, on focalise sur le mode de signifier. Et c'est à partir des différents modes de signifier qu'on va avoir affaire à plusieurs parties du discours, parties grammaticales du discours. Mais ça, chez Pirelli, c'est à peine suggéré. Si tu passes à la prochaine slide. Donc, dans le XIIIe siècle, cette idée que la signification en grammaire va être comprise comme une modalité est prise de Pirelli. Donc, si on prend le pseudo-Kilwarby, c'est un commentaire sur pression qui a été produit à peu près vers la moitié du siècle. Il va dire, de la même manière que Pirelli l'a dit, il est clair que signifier la substance est signifier quelque chose par le mode de ce qui est permanent, que ça existe ou n'existe pas. Alors que et la qualité qui est signifiée par le nom n'est pas une chose catégorielle, donc ce n'est pas une catégorie, mais c'est un mode intelligé, le suppos, en ce qui concerne sa nature commune ou propre, ou presque propre. Donc, il va avoir une lecture de la définition du nom de Priscien qui est exactement ou très semblable à celle qu'on trouve chez Pirelli dans le XIIe siècle. Et après, il va dire ce mode de signifier va être le principe de la grammaire. Donc, ce qui va causer aussi la congruité, ça ne va pas être directement le signifié du nom ou du verbe ou des autres parties de l'énoncé, mais leur mode de signifier. Donc, si vous voulez, c'est la compatibilité entre des modes de signifier qui va être la cause précise de congruité
de l'énoncé, donc de la grammaticalité de l'énoncé. Pourtant, si tu passes à la prochaine, la question continue de se poser. Pourquoi est-ce qu'on a des approches de la signification et des noms et des verbes qui sont différentes en grammaire et en logique? Donc, après, on a encore cette question qui n'est pas résolue. Et là, Sodokil Warbi, il va faire un effort de plus que celui qui a été à peine suggéré chez Pierre Elie. Et il va dire, d'abord, la grammaire et la logique ont des principes différents. Donc, les principes de la grammaire sont indépendants des principes de la logique. Les principes de la grammaire vont être les modes signifiés, par exemple, le mode du nom, qui est le mode de la substance. Et alors que la logique, elle a d'autres principes, que c'est les intentions logiques, comme la particularité, l'universalité, etc. Et les modes signifiés et les intentions logiques, c'est des choses indépendantes. Ils sont causés par des choses différentes et ils sont pas il n'y a pas un fondement de l'une sur l'autre. Donc, déjà, la logique et la grammaire, c'est des sciences indépendantes. Donc, il y a de congruités en grammaire qui dépendent des modes de signifier, alors qu'il y a une congruité en logique qui a à voir avec la vérité et qui donc se porte vers les signifiés des mots. Donc, il dit le grammarien, il s'intéresse à la construction de l'énoncé à partir des mots qui ont des modes de signifier compatibles, alors que le logicien, il s'intéresse à la composition de l'énoncé seulement en termes de ce qui est dit et de quoi on dit quelque chose, et c'est qu'on dit de ces quelque chose. Donc, vous voyez déjà, chez Sodokil Warbi, il a cette idée qu'en grammaire, on porte l'attention sur la grammaticalité, la congruité. Et donc là, on a affaire à des parties du discours qui doivent être compatibles par rapport à leur mode de signifier, alors qu'en logique, on porte l'attention à la cause de la vérité, de la fausseté. Et là, on a juste deux parties qui doivent mettre en comparaison. C'est ce dont on parle et ce qu'on dit de ce dont on parle. Donc, il commence déjà à démêler la raison pour laquelle en grammaire, il y a plus de deux parties et en logique, il n'y a que deux parties. Donc, si tu passes à la prochaine. Donc, il va nous dire le signifié en grammaire, il joue un rôle différent du signifié en logique. En logique, le signifié est un principe de vérité ou de fausseté. Donc, le nom et le verbe en logique, ils renvoient à une chose d'un type déterminé qui soit l'un identique à l'autre ou non. Et de ce point de vue, ils produisent ou non la vérité de l'énoncé. Alors qu'en grammaire, on considère le signifié comme principe de congruité. Et là, on ne fait pas tellement attention à ce qu'est le signifié en soi-même, mais plutôt aux relations externes qu'il a avec d'autres choses. Donc, aux relations externes qui lui permettent d'être le principe de la congruité grammaticale d'un énoncé. Donc, en fait, le rôle de la partie de l'énoncé logique et de la partie de l'énoncé grammatical, c'est des rôles différents ou des fonctions différentes. Oui, la prochaine.
Donc, ça, c'est les textes. Le nom en logique, il contribue à la vérité. En grammaire, il contribue à la congruité. Donc, si vous voulez, dans les termes du sujet du séminaire, la fonction du non logique, c'est de contribuer à la vérité de l'énoncé. La fonction du non grammatical est de contribuer à la congruité de l'énoncé. Donc, il dit le signifié du mot peut être considéré de deux manières. Dans une manière, en tant qu'étant ou non étant, et puis en tant qu'égal ou différent. Et comme ça, il est principe de vérité ou de fausseté, ou de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, parce que les choses sont vraies ou fausses à partir de ce que la chose est ou n'est pas. Ça, c'est une référence aux catégories d'Aristote. Mais dans un autre mode, le signifié du mot peut être considéré quant à sa dépendance d'une autre chose, ut cuius est, c'est dont il est, donc à quoi il appartient, ou par qui il est acquis, et ainsi d'autres relations qui fondent les cas. Et comme ça, il est principe de congruité ou d'incongruité. Donc, le non grammatical et le non logique sont en fait des choses différentes. Bon, on va voir ça. Mais ça, c'est vraiment déjà le début d'un développement en grammaire et en logique qui commence à donner des places et des fonctions claires au nom et à verbe et qui commence déjà à démêler ces situations qui étaient très compliquées, très confuses à partir des autorités d'Aristote et des prisons. Donc ça, si tu passes à la prochaine, on aura l'écho de la même question chez d'autres auteurs de la même période, par exemple Nicolas de Paris, qui va se poser la même question et qui va avoir à peu près la même solution que le pseudo-Kilwarby. Il va dire que en ce qui concerne le discours, le grammairien considère l'énoncé congru ou incongru, donc grammatical ou pas grammatical, alors que le logicien, il considère la vérité ou la fausseté. Donc, il dit que l'énoncé est organisé de manière grammaticale parce que ces parties sont organisées de la manière correcte. Ils sont mis ensemble de la manière correcte. Donc, le grammaticien, il définit le nom et le verbe comme des parties qui prennent ou qui contribuent à la congruité. Alors que la vérité et la fausseté sont causées par la chose signifiée. Donc, le logicien, il définit le nom et le verbe par comparaison aux signifiés, donc aux choses qui sont signifiées. Et puis, chez le prochain, donc la prochaine... Attends, j'ai une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils font la différence entre... alors, si tu as la fleur s'ouvre, d'accord? La congruité est bonne, et d'un point de vue grammatical et d'un point de vue logique, c'est vrai. Et ce qu'ils font, c'est la différence entre ce type de phrase et puis, par exemple, une phrase comme la fleur marche, qui n'est pas possible. Est-ce que là, du coup, tu as une congruité ou tu ne l'as pas? Et puis, la valeur de vérité, c'est le faux. Donc, oui, exactement. Oui. Donc là, on a donc les principes de grammaire vont faire que l'énoncé est congru, donc il est grammatical. Dans les deux cas, il est congru. La fleur dans les deux cas, il est congru, mais dans un autre cas, il peut être parfois vrai, alors que dans le deuxième cas, il est toujours faux, parce que il résulte que dans la réalité, il n'y a pas de fleurs qui marchent.
D'accord. Donc, c'est au niveau de la logique, finalement, que tu calcules la partie sémantique. Oui. Et pas chez tous. Il y aura quand même Pseudo-Kilwarby, c'est un peu plus complexe parce que lui, il parle aussi de quelque chose en grammaire qui n'est. Il y a des choses qui font pas de sens. Et ça, c'est. Mais oui, je dirais en général, oui, la sémantique, elle fait partie de la logique. D'accord. Et quand ça ne fait pas de sens, ils n'envisagent pas que ça soit ni vrai ni faux, comme la fleur marche. Comme la. Oui, mais non, je dirais que de manière majoritaire, ils considèrent que ça, c'est faux. Oui, d'accord. Il y Merci. a des cas, moi je suis certaine qu'il y a des cas très spécifiques qui se considèrent la fleur marche comme un non-sens, donc quelque chose qui Oui, ne fait pas de sens. oui, Mais c'est des cas, je dirais, exceptionnels. La plupart des gens diront, ça c'est juste faux. d'accord. Parce que, Et pour parce que l'absurde, l'absurde qui n'est pas le non-sens, qui est pas, tu vois, une phrase oui, absurde, ça, ils je ont... dirais que là, par exemple, Robert Kilwarby, et Nicolas de Paris, ils sont dans la tradition où dit la fleur marche, c'est congru, c'est grammatical, mais c'est faux. D'accord. Et Donc, c'est pas absurde, mais hein? le carré est rond, tu sais, un carré rond, c'est absurde, enfin, Oui, c'est absurde, mais logiquement. Donc, c'est aussi logiquement. du domaine de la logique. Oui. D'accord, merci Alors que beaucoup. je crois que Pseudo-Kilwarby, c'est l'un des cas où on peut parler de manque de sens grammatical. D'accord. Et je crois que même chez Prission, il y a des cas où on peut aussi parler de quelque chose qui est la manque de sens grammatical. Même lorsque la construction, elle fait elle-même, le sens fait même défaut à partir de la construction grammaticale. Mais déjà, dans la tradition, dans ces gens qui sont trop inscrits dans la tradition aristotélicienne, comme Nicolas de Paris et Robert Kilwarby, tous ceux euh, qui revient à la sémantique, c'est une question logique. Et si tu as une phrase qui n'est pas grammaticale, est-ce que du coup, tu peux l'évaluer d'un point de vue logique ou ça se bloque? Non, parce que la grammatique, si tu veux, dans la construction du langage, la grammatique, elle est antérieure à la logique. Donc, si tu passes pas le test de la grammaticalité, tu ne passeras pas le test de la De logique. la vérité ou de la fausseté, exactement. Il faut Oui, d'abord que la phrase soit reconnue comme étant, on dit congruente ou, ouais, enfin, grammaticale, quoi. oui, grammatical. Et D'accord. en fait, ce qu'on a, c'est que ce que j'essaye aussi de montrer, c'est que ces réponses qui viennent par ces auteurs qui sont de la première moitié du siècle sont encore des réponses à peine suggérées parce que les disciplines, elles ne se sont pas développées de la manière où elles se seront développées vers la fin du siècle, où ce procès est déjà achevé. Donc, où il y a déjà un effort d'établir la grammaire et la logique comme des sciences complètement indépendantes, avec des principes complètement indépendants, où la grammaire va être un prérequis, donc va être antérieure à la logique dans la formation du langage. Mais on va revenir bientôt à ça. Donc, Merci. chez Kilwarby, on a déjà pour la première fois une explication explicite de la différence entre le nom et le verbe logique et le nom et le verbe grammatical. Il va dire, il faut dire que l'intention différente des auteurs produit une diversité des définitions. Donc, il va dire les définitions différentes de nom et de verbe chez Priscian et chez Aristote vient de leur intention différente dans ce qu'ils veulent faire. Parce que en grammaire, le nom et le verbe sont construits, sont définis en tant que constructibles et ils sont constructibles
par leur substance et leur qualité, et le verbe pour l'agir et le bâtir. Alors que le logicien, il va définir les parties en tant que subikibile. Donc, en tant que sa capacité d'être sujet. Et c'est pourquoi, dans cette science, qui est la science logique, où on a affaire à l'énoncé d'abord et en soi, les parties vont être le sujet et le prédicat. Et donc, Kilwarby, il va dire de manière très explicite, le nom chez le logicien, ça veut dire sujet. Le verbe chez le logicien, ça veut dire prédicat. Donc, pour le logicien, ce qui intéresse, c'est comme on l'avait déjà vu chez Nicolas Depardieu, c'est ce qui est dit et c'est dont on dit quelque chose. C'est le sujet et le prédicat. En logique, nom veut dire sujet, verbe veut dire prédicat. Alors qu'en grammaire, ce n'est pas comme ça. En grammaire, nom veut dire partie du discours sous le mode de signification de la substance, donc ce qui signifie sous le mode de ce qui est permanent. Et le verbe, c'est ce qui signifie sous le mode de l'agir ou de le bâtir. Donc, c'est juste le même mot, mais qui renvoie à des choses complètement différentes, qui sont des principes différents pour des sciences différentes. Donc, Kilwarby, il est déjà très explicite par rapport à ça. Donc, la prochaine. Et dans à peu près les années 1270, on a un modiste, donc quelqu'un qui a déjà défini la grammaire comme la discipline qui est fondée sur les modes de signifier, comme les principes de la grammaticalité. Donc, il va dire il va dire pareil comme Kilwarby, le nom et le verbe en logique renvoient à la notion de sujet et à la notion de prédicat, mais le grammairien, il considère le nom et le verbe par rapport au mode de signifier qui sont les principes de la construction grammaticale ou non grammaticale. Donc ça, c'est déjà bien achevé dans les 1270 et c'est un procès qui commence dans le XIIe siècle avec Pierre Rally et qui continue tout au long du XIIIe siècle jusqu'à Martin de Dacy. Le problème jusqu'à là, c'est que la signification, donc le signifié du mot, va jouer toujours un rôle, tant chez Martin de Dacy que chez Kilwarby et chez Nicolas Depardieu et le pseudo Kilwarby. Ce qui est un problème parce que au moment où le contenu sémantique joue un rôle dans la logique et la grammaire, les deux sciences, elles ne vont pas être complètement séparées. Donc là, le contenu sémantique du sujet et du prédicat, c'est ce qui contribue à la vérité et la fausseté. Et le contenu sémantique, selon ces modes, va être ce qui contribue à la grammaticalité et à la non-grammaticalité des énoncés. Mais le problème, c'est que c'est le même contenu sémantique et quelqu'un comme Raoul Le Breton, donc dans le prochain slide, va trouver que ça pose problème par rapport à l'indépendance des sciences. Donc, ça, si on laisse le signifié être ce qui donne le principe, tant à la grammaire qu'à la logique, on a des sciences qui se superposent. Donc, il y aura forcément l'une des deux qui est superflue. Donc, ce qui
ce qui va se passer chez Brito, c'est qu'il va éliminer le rôle du signifié, donc du contenu sémantique, tant de la logique que de la grammaire. Donc, il continue la solution qui a été trouvée déjà à partir de Nicolas Desparie. Brito, il va dire le nom, il n'est pas pertinent pour le logicien en tant qu'il est un agrégat de signifié et mode de signifié. Mais comme ça, il est pertinent pour le grammairien. C'est pour ça que le grammairien dit, en définissant le nom, que le nom est une partie de l'énoncé. Parce que le grammairien considère le nom en tant qu'il est constructible au moyen de ces modes de signifier qui fait que les parties des énoncés soient des parties des énoncés. Alors que le logicien, il considère le nom en tant qu'il est l'extrême dont on peut vérifier quelque chose. Et c'est pour ça que le logicien, il dit que le nom est une box, c'est un mot qui signifie, etc. Mais ce que Brito, il va dire, c'est que finalement, les principes de la grammaire, c'est les modes de signifier et pas le signifié en tant que tel, de même que les principes de la logique, c'est les notions logiques et pas le signifié en tant que tel. Si tu passes à la prochaine. Donc, ce qu'il va dire, c'est que le signifié, il n'est pertinent que dans la grammaire impositive. Donc, il va faire une division entre la grammaire qui explique la formation des mots, donc si vous voulez, la sémiotique, mais après, la grammaire qui s'occupe de la grammaticalité, donc de la construction, la syntaxe. Elle est déjà, c'est déjà une discipline qui n'a pas affaire à la sémantique, elle est une discipline qui prend les modes de signification comme principe. Et puis, ce qu'il va dire de très important, c'est que la logique non plus. Donc, la logique non plus, elle ne s'occupe pas de sémantique. C'est les sciences spéciales, les sciences spécifiques qui vont s'occuper de déterminer si les choses sont vraies ou non, mais que la logique, elle ne s'occupe que de déterminer des relations de déduction entre des énoncés. Donc, il va dire, il faut distinguer 3 genres de grammaire. Donc, la grammaire impositive, la grammaire d'usage et la grammaire de règle, donc qui impose la règle. La grammaire impositive est celle qui s'occupe de la formation de mots par imposition. Donc, lorsqu'on crée des mots, donc la formation des mots. Alors, je dis que le grammairien, il doit considérer la chose seulement en ce qui concerne la grammaire impositive. Non selon leur être réel, mais selon leur être signifié, en tant que signifié du mot. Donc, le grammairien, il doit s'occuper des modes de signifier qui sont les principes de grammaticalité. Et de même, le logicien, il doit pas considérer les choses per se, mais en tant que sur elles, nous fondons des intentions logiques. Donc, le logicien, comme le grammairien, ne s'occupe pas des contenus, si vous voulez, des signifiés lexicaux, des mots, mais il s'occupe des relations de déduction entre des énoncés et entre des mots, de même que le grammairien s'occupe des relations entre des mots qui produisent des énoncés grammaticaux ou pas. Donc, je finis avec la conclusion. Oui? Moi, c'est Béatrice.
Je comprends que la tâche du logicien, ça soit de calculer les liens de dépendance logique entre les énoncés. Ces deux énoncés sont incompatibles, l'un se déduit de l'autre, celui-là est contradictoire, Mhm. etc. Mais il faut quand même qu'il ait accès au sens pour pouvoir faire ça. Ou il réduit tout à des lettres, Oui, euh, mais A et B. et J'ai du mal à le logicien, d'après comprendre. Brito, une fois qu'on accepte que les prémices sont vraies, donc Ah, il ne faut pas s'occuper de savoir comment elles sont vraies ou non, mais une fois qu'on les accepte comme vraies, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ça, c'est pour Brito la tâche du logicien. donc c'est un peu C'est comme les étant donné casus, qu'on accepte. c'est ça? C'est les casus où tu dis, il y a ça, on a ça, et qu'est-ce qu'on peut déduire? Oui, Ah, exactement. c'est Oui. ça, Donc, d'accord. si on accepte que les prémices sont vraies, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ça, c'est la tâche du logicien. De D'accord. même, la tâche du grammairien, c'est étant donné que les parties du discours ont telle et telle propriété qui sont fondées sur les mots de signifier, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble comme grammatical ou non? Donc, J'ai compris. finalement, ce que Brito il va dire, c'est que le signifié, il ne joue un rôle que dans la formation des mots. Donc, lorsqu'on explique comment est-ce qu'on crée des mots, donc c'est ce qu'on appelle la grammatique impositive, mais il ne joue pas un rôle dans la syntaxe, il ne joue pas un rôle non plus dans la recherche de ce qui est déductif ou non. Donc, si on passe, je crois que c'est la conclusion, le dernier. Donc là, nous avons une discussion qui part à partir de définitions différentes du nom et du verbe chez Priscian, qui est un grammairien, et chez Aristote, qui est un logicien, bon, qui sont connus comme tels. Et donc, c'est une discussion qui est ancienne. Elle est déjà attestée chez Priscian même, chez Boès, mais elle est reprise et elle occupe une grande partie du XIIIe siècle. Et même, on la voit aussi chez Pierrelli dans le XIIe siècle, qui commence à démêler la situation, disons que ce que Priscien dit lorsqu'il dit que le nom signifie une substance avec une qualité, c'est que le nom signifie sous le mode de la substance et la qualité. Donc, on commence déjà dès le XIIe siècle à avoir une lecture modale de la signification qui apparaît dans la définition du nom chez Priscien. Ça va continuer, va se développer dans le XIIIe siècle. Mais on aura encore un rôle du signifié dans la grammaticalité, même jusqu'à Martin de Dacy, qui encore considère que le signifié a un rôle tant en grammaire qu'en logique, même si on a déjà une lecture modale de la signification, du moins de la partie de grammaire. On a déjà aussi chez Kilwarby et à partir du début du XIIIe siècle, cette idée que le nom chez Aristote et le nom chez Priscien, de même le verbe, ça ne veut pas dire la même chose. Le nom, pour le grammairien, et le verbe, c'est des parties du discours. Donc, c'est les parties qui jouent une fonction de contribution à la congruité, à la grammaticalité des énoncés, alors que le nom et le verbe logique jouent un rôle de construction de vérité et de fausseté de l'énoncé. Mais ceci va être complètement changé à la fin du XIIIe siècle chez Raoul Le Breton, qui est quelqu'un qui va établir une séparation complète entre la grammaire et la logique. Et pour ce faire, il prend le signifié et le met à part de la logique et de la grammaire pour qu'il n'y ait pas de superposition entre les deux disciplines. Donc, il va dire les mots de signification
sont une affection de la partie du discours et non du signifié. Et c'est les principes de la grammaticalité. Le signifié, finalement, il va jouer un rôle que dans la grammaire impositive, donc l'explication de comment on forme des mots. Et il va jouer un rôle pas en logique non plus. Donc, en logique, on s'intéresse juste aux relations de déduction entre des énoncés. À partir de ce moment-là, le nom et le verbe vont être juste ce qui renvoie au sujet et au prédicat de l'énoncé en logique. Mais on verra, on aura vu de toute façon que dans toute la tradition médiévale et ce qu'elle hérite de la logique et de la grammaire ancienne, il y a une tension entre la fonction logique et la fonction grammaticale des parties des énoncés, qui finalement, chez Raoul Breton, se résout par un détachement des principes de la grammaire et de la logique de la notion de signification et de la notion du signifié, donc un détachement de la sémantique. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vais commencer à poser des questions, puis comme ça donnera peut-être le temps aux autres de réfléchir. Je vais essayer de résumer, Anna-Maria, pour voir si j'ai vraiment bien compris. Ce que tu nous dis, grosso modo, c'est que Priscien est dans une optique grammaticale, Aristote est dans une optique logique. Et que, en fait, avec Brito, qui va enlever la sémantique du processus, aussi bien grammatical que logique, d'accord? Eh bien, on va pouvoir distinguer la fonction du nom et de la fonction du... Enfin, on a toujours distingué le nom et le verbe, hein, c'est pas comme ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu enlèves la sémantique, ça te permet de séparer la grammaire et la logique. Et ça te permet aussi de préciser la fonction du nom et la fonction du verbe. C'est ça que tu veux dire? J'essaye de raccrocher à notre... non logique. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on enlève la sémantique et qu'on comprend que le non logique et le non grammatical ne sont pas la même chose. Oui. Donc, on a en fait deux disciplines différentes qui ont des principes différents et qui expliquent des choses différentes. Donc, qui ne se fondent pas sur les mêmes, qui n'ont pas si tu veux, comme un noyau dont il serait des aspects. Donc, tu enlèves la sémantique, du coup, tu peux distinguer la logique de la grammaire. Mais est-ce que ça a aussi une retombée sur la fonction sujet et la fonction du verbe? Donc, ce qui va la fonction du sujet, la fonction du verbe. Donc, en logique, on va s'intéresser juste à l'opération d'attribution. Oui. Donc, ce qui intéresse le logicien, c'est l'attribution. On dit quelque chose de quelque chose. Et puis, si on accepte ça, on accepte que ce qu'on dit est vrai, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, ça, c'est ça dont le logicien s'occupe. Et pour ce faire, il ne faut pas qu'on s'inquiète de savoir comment est-ce qu'on détermine si un énoncé déterminé est vrai ou non. Il faut juste qu'on dise dans un énoncé où on fait une attribution, une fois qu'on l'accepte, qu'est-ce qu'on peut tirer? Oui, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ouais, alors que la grammaire, elle dit une fois qu'on comprend que les noms ont certaines propriétés modales, que les verbes ont certaines propriétés modales, etc., pour toutes les parties du discours, quelles sont les règles de construction? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble avec quoi? Finalement, pour déterminer tant l'un que l'autre, on n'a pas besoin de sémantique. Après, dans l'usage, dans les sciences spéciales, il faut qu'on ait des énoncés qui sont grammaticaux, des énoncés qui sont vrais ou faux. Bon, après, il faudra déterminer s'ils sont vrais ou faux. Mais ça n'appartient ni à la logique, ni à la grammaire. C'est ce que Brito dit.
Et finalement, il achève une séparation des disciplines d'après les critères de l'indépendance des disciplines qu'ils ont appris de la théorie des sciences, des deux sciences analytiques. Ils veulent que la grammaire et que la logique soient des sciences indépendantes. Et pour que les sciences soient indépendantes, il faut que les principes soient indépendants aussi, qu'il n'y ait pas d'intersection. Mais quelle discipline va prendre en compte la sémantique alors? Si tu l'écartes comme ça. Donc, d'une partie, il va dire la grammatica impositiva, donc ce qui revient à peu près à la sémiotique, va expliquer comment est-ce qu'on crée des mots. Et là, donc, la sémantique intervient. Bon, là, ça explique à peu près comment est-ce qu'un mot entre dans le répertoire des usagers. Donc, ils vont dire un mot, c'est l'union entre une vox, un signifié et une relation, etc. Donc, ça, c'est le signifié va jouer un rôle dans l'explication de la création des signes linguistiques, mais c'est tout. Après, une fois qu'on a expliqué ça, le signifié ne va pas jouer de rôle dans d'autres explications. Après, le biologue ou le physicien ou le mathématicien, ils doivent, eux, savoir comment déterminer la vérité ou non. Donc, un mathématicien, un physicien, lorsqu'on dit le mouvement, c'est un changement ou le temps est la mesure du changement, eux, ils doivent pouvoir déterminer. Donc, pour eux, c'est vraiment une question de sémantique. Donc, pour Brito, la sémantique, c'est une affaire des sciences spécifiques. Mais il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas une science sémantique en soi. Il n'y a pas une science, oui. Mais Occam, il ne va pas raisonner comme ça, par exemple. Guillaume Occam. Pour moi, Guillaume, non, si? Oui, non, mais je connais pas très bien la tradition occamiste, mais à mon avis... Il intègre la sémantique pour moi. Attends, laisse-moi penser, parce que je crois que c'est toujours une logique d'intention, donc c'est toujours une logique d'assentiment. Moi, je ne connais pas très bien la tradition occamiste, il faudrait demander. Mais chez Buridan, par exemple, qui est un nominaliste aussi, ou un conceptualiste, qui est à peu près contemporain, ou qui est un peu après Occam, on va être même dans une continuation du raisonnement de Brito. D'accord. Donc, la logique, c'est une discipline qui s'occupe de déterminer quelles sont les déductions qu'on peut tirer à partir des choses qu'on accepte. Et ça, c'est quelque chose qui va être très présent chez les aristotéliciens qui prennent aussi des éléments de la logique arabe. Il se peut que Occam ne soit pas le cas parce que Occam, il est un cas un peu isolé, disons. Après, l'occamisme va être important, mais disons que dans son moment, il est un peu un cas à part. D'accord. Mais ça, l'idée que la logique s'intéresse aux liens de déduction possibles entre les phrases, tu retrouves ça aussi chez Carnap, par exemple, au XXe siècle. Et chez Ayer, oui. Ouais. Donc, Ayer, il est quelqu'un aussi dans le XXe siècle qui dit que la vérité, la logique, la vérité, ce n'est pas une affaire logique. C'est une affaire sémantique. Mais donc, en fait, ça va être une division c'est déjà une époque où la sémantique est une discipline qui a une vie. Alors que dans le Moyen-Âge, il y a des affaires sémantiques qui sont un peu mêlées partout, mais ce n'est pas une discipline à part. Oui, oui. Donc, il y aura une logique, il y aura une science de la syntaxe, si tu veux, ça va être la grammaire des modistes.
Mais la sémantique, elle va être un peu perdue, un peu partout, un peu nulle part, comme dans la tradition aristotélicienne, du moins, qui est celle que je connais bien. Vous avez d'autres questions? Parce que je ne veux pas monopoliser tout le... Vous avez tout compris? Vous n'avez pas de besoin d'éclaircissement? Parce que là, on a la chance d'avoir Anna Maria. Il faut qu'on en profite. C'était nouveau pour vous, c'est ça? Oui, je Oui, crois. oui, oui. C'était passionnant. J'ai pas de Ouais. questions. Là, j'essaie de tout comprendre. C'était véritablement passionnant. Merci beaucoup. Oui, oui, Peut-être je suis que dans le le même cas. peut-être, pardon, Isabelle, peut-être que le Pardon. diaporama sera disponible par la suite. Ah, j'en vois Ah oui, Isabelle, tu l'as Oui, et Béatrice Ah ben, vous aussi. l'avez, je Ouais. suis bête du coup. Oui, oui, oui. Donc, c'est parfaitement possible de le distribuer. Après, oui, je comprends si c'est complètement nouveau. Ouais, c'est un bah, nouveau je peux monde, quoi. l'envoyer maintenant. Même. Mais le terme de fonction n'apparaît pas, hein, Anna Maria. Parce Pas que souvent, encore. tu as dit le rôle. Ben, c'est quelque chose qui est un peu sous-jacent. Donc, il regarde les fonctions, il regarde qu'est-ce que le mot fait là lorsque je le regarde comme logicien, qu'est-ce qu'il fait là lorsque je le regarde comme grammairien, ce qui aide à démêler la situation et à faire avancer les choses, à développer les disciplines. Mais la fonction, elle n'est pas euh, théorisé. Donc, il n'y a pas, à mon avis, ça n'existe pas dans les théories médiévales, logiques ou grammaticales que je connais. Donc, celle du XIIIe siècle et fonctionnelle. Il n'y a vraiment pas, et c'est pas au centre. Donc, c'est comme une notion implicite qui est utilisée, mais qui n'est pas théorisée. Elle n'est pas exploitée. Après, il y a toujours quelque chose qui renvoie, qui fait penser à des fonctions, donc la finalité, le rôle, l'intention. Donc, c'est plutôt de ce point de vue-là que la fonction va apparaître, mais pas comme une notion théoriquement opérative, de manière explicite. Donc, je crois que de même que dans la situation, dans la présentation de Marc Baratin, et aussi parce que cette discussion, c'est un peu le résultat des discussions anciennes, cette notion comme outil théorique, elle va être absente encore. Peut-être parce qu'il faut Je déjà... crois qu'il va falloir aller plus tard. Hein? Peut-être parce qu'il faut d'abord qu'il y ait vraiment une séparation nette entre logique et grammaire, tu vois. Oui, donc là, c'est vraiment la naissance des disciplines, des disciplines du moins dans un contexte d'université occidentale. Après, ça va être des traditions qui continuent sans arrêt entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle. Il y aura, je crois, un moment où la question... C'est par exemple le mot deductio. Ça n'existe pas. Donc, la déduction, elle est partout, mais ça n'existe pas comme mot. Il faut attendre 100 ans de plus pour que ça commence à apparaître. Donc, bon, on peut dire que la contribution négative au sujet du séminaire, c'est de montrer à peu près qu'il y a une idée des fonctions qui est sous-jacente à la manière dont ces auteurs essayent de résoudre le problème, mais qui n'est pas explicite et qui n'est pas un outil théorique dont ils sont conscients.
Donc, après, il faudra voir quand est-ce que ça émerge comme ça. Oui, bah ça, Ou si c'est déjà opératif quelque part qui n'est pas. Donc, après, il faudrait aller voir du côté des mathématiques, par exemple. Parce que là, il y a, dans le 14e siècle, il y a un développement des mathématiques qui est intéressant. Peut-être déjà. Mais à mon avis, la fonction mathématique, elle est plus tardive aussi. Oui. Pour moi, elle est. Moi, je la situe au 19e siècle, en fait. Mais. Oui, après, il faudrait voir avec les historiens des mathématiques, Asfer, Mais bon, en tout cas, ici, elle n'est pas présente. Ouais. Mais écoute, elle est présente, mais un peu à l'arrière-plan. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que sinon, non. Alors, les dates du séminaire, vous avez vu, elles ont été bien bougées parce que j'avais envoyé à tout le monde. Puis après, on m'a dit, ah là là, mais là, ça va plus et tout. Voilà, donc je remercie vraiment Anna-Maria parce que elle aurait préféré parler en janvier. Hein, et j'étais un petit peu forcé la main pour. C'est bon, trou comme immense. ça, c'est fait. Voilà, c'est pas un trou immense jusqu'en janvier. Donc, je crois que la prochaine séance, mais je vous enverrai ça, c'est le 10 janvier. Et ça sera aussi une médiéviste, mais je pense qu'elle est plus spécialiste du 12e, non? Voilà. Normalement, ce qui aurait été cohérent, c'est l'ordre inverse. C'est l'inverse, oui. Conférence. Voilà. Donc, on se retrouve en janvier et je te remercie beaucoup. Je vous remercie d'être là et puis à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Ciao, ciao.